Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Malgré un débat qui a été désastreux pour Joe Biden, malgré l'appel de certains démocrates à ce que finalement il se retire de cette course vers la présidentielle américaine, malgré le fait qu'il y a certaines inquiétudes de la part de donateurs, et je vous dirais que Joe Biden, en fait, si on regarde ce qu'il dit, 81 ans, il persiste et signe, il dit qu'il sera le candidat pour la présidentielle américaine. Pas question pour lui de changer d'idée. Et à cela, s'ajoute, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ça, c'était les révélations du New York Times qui a dévoilé qu'il y a un spécialiste de la maladie de Parkinson, donc un neurologue, mais spécialisé sur cette maladie, qui s'est rendu à la Maison-Blanche à 8 reprises entre l'été 2023 et le printemps 2024, et qu'il avait rencontré le médecin de Joe Biden à l'une de ces occasions. La porte-parole de Joe Biden a dit non, le président ne prend pas de médicaments pour la maladie de Parkinson. Non, il n'est pas traité pour la maladie de Parkinson, mais vous pouvez imaginer que ça s'emballe et on se pose la question, est-ce qu'on connaît véritablement toute la vérité? On va en parler. On va parler de la situation américaine avec Gérald Olivier. Il est journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et auteur du livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Monsieur Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant qu'on plonge vraiment là au cœur de, notamment votre livre, votre réflexion sur Joe Biden, je veux revenir sur ce qu'a révélé le New York Times et les visites de ce neurologue à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que ça vous dit maintenant là, de cet épisode en lien avec Joe Biden? Alors, tout d'abord, merci de votre invitation. Ensuite, j'espère que vous m'entendez bien parce que un orage d'été s'abat sur Paris et ça tombe très fort à côté. Et puis pour répondre à votre question, il y avait des rumeurs. Moi, différents confrères m'avaient déjà dit Joe Biden souffre de la maladie de Parkinson. Et à l'évidence, s'ils l'avaient dit, c'est qu'ils avaient entendu parler des visites de ces médecins. En vérité, on n'est pas sûr que Joe Biden souffre de cette maladie, mais ce qui est évident et ce qui est paru évident à l'occasion du débat et depuis, c'est qu'il n'a plus les capacités pour être président des États-Unis. Il n'a plus les capacités à assumer ses fonctions et pour l'instant, il refuse de l'admettre. Et pour l'instant, il persiste à être candidat pour 4 années de plus, alors que à chaque fois qu'il fait une apparition publique, tout le monde peut constater qu'il a des difficultés à se déplacer, à s'exprimer, à concevoir une forme d'expression, à commencer une phrase et à la terminer dans une pensée cohérente. Il est bien au-delà, soyons honnêtes, il est bien au-delà du stade que l'on attend d'un président. Au-delà de l'article de New York Times, il y avait un éditorial du Wall Street Journal récemment qui mentionnait que lors des apparitions publiques de Joe Biden, il recevait des consignes extrêmement détaillées, y compris la consigne lui indiquant il faut marcher jusqu'au podium. Voilà. Et vous vous rendez compte de là où nous en sommes arrivés lorsqu'il faut indiquer à quelqu'un qui est président des États-Unis qu'il faut marcher jusqu'au podium parce que c'est là où il est supposé être, c'est que manifestement le personnage n'a plus aucune notion de son environnement. Il est bien au-delà de la capacité à gouverner et je pense que au-delà de est-ce qu'il va rester candidat ou pas, il y a une véritable question qui se pose au sein du camp démocrate quant à qu'est-ce qu'on fait pour les 7 mois qui restent. Parce que quoi qu'il arrive, il est président jusqu'au 21 janvier 2025. Et on peut dire quand même que justement le premier débat avec Donald Trump pour c'est ça là, pour cette course vers les présidentielles américaines a été
assez déterminant parce que là, on a l'impression que ça a vraiment éclaté aux yeux du monde. On avait des doutes, Absolument. on a vu, vous l'avez mentionné, là, on a vu à plusieurs reprises, parfois il semblait là, complètement l'air hagard, on l'avait vu dans d'autres occasions, et à chaque fois, c'est comme si le discours, c'était non, non, il y a une mauvaise journée. Hein, cette fois-ci, au débat, c'est ah, ben Mhm. finalement, non, non, il y avait un rhume. On trouve toujours des excuses, on dirait, mais là, tout le monde a bien constaté que c'était catastrophique. Qu'est-ce qui fait que Joe Biden semble quand même protégé par un certain establishment démocrate? Pourquoi on s'entête à garder Monsieur Biden alors que ça saute aux yeux effectivement pour beaucoup de gens? Alors écoutez, une présidence Biden, ça arrange pas mal de monde. C'est-à-dire que si on pose la question de savoir qui gouverne les États-Unis aujourd'hui, ce sont tous les très hauts fonctionnaires issus de l'administration Obama qui ont retrouvé un poste dans l'administration Biden et qui profitent des faiblesses du président pour imposer leur vision absolument sans opposition. Donc pour eux, il est très confortable de gouverner avec un président qui n'est plus capable de débattre ni même peut-être de comprendre un argument. Et par contre, pour en revenir à ce que vous disiez au début, c'est vrai que tout cela a explosé à l'occasion du débat et que le débat a eu l'effet inverse de celui escompté. Donc nous sommes dans le cadre d'une campagne présidentielle. Il y a eu des primaires côté républicain assez facilement remportées par Donald Trump après une opposition de principe qui n'a pas perduré longtemps à partir du moment où les électeurs ont pu s'exprimer et du côté démocrate, des primaires où on a écarté tout challenge à Joe Biden, y compris Robert Kennedy Jr. Donc aujourd'hui, il arrive avec des délégués derrière lui. Il est le candidat légitime du Parti démocrate. Or, le Parti démocrate constate que depuis le début du printemps, eh bien, Biden stagne ou recule dans les sondages. Il y a eu les condamnations en justice dont a été l'objet Donald Trump et elles n'ont eu aucun impact sur les sondages ou sur les intentions de vote. Donc ce débat du 27 juin, je le rappelle, hein, on n'a jamais vu de Mmh. débat présidentiel si tôt dans la saison électorale. Ce débat du 27 juin, il a été organisé avec comme objectif de confirmer auprès des électeurs que Joe Biden était bien le président, qu'il avait la situation en contrôle et qu'il était capable de relancer sa campagne. Et c'est exactement l'effet inverse qui a été obtenu, tout simplement parce que les électeurs américains ont pu constater de leurs propres yeux pendant 1 heure et demie, sans aucun montage, sans aucune manipulation vidéo, que leur Mmh. président n'avait plus les moyens de gouverner. Or, c'est quelque chose qui était nié. Donc il y a eu, je dirais, un double impact de ce débat. L'impact immédiat de la condition physique, intellectuelle et des capacités cognitives de Joe Biden et l'impact indirect de ce que cette condition disait sur la version de l'information apportée par la Maison Blanche et les démocrates jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'un certain Mmh. nombre d'électeurs se sont rendus compte, on nous a menti. On nous ment depuis des mois parce que certains nous disent qu'il va pas, eux nous affirment qu'il va bien, et là on a pu constater qu'il allait très très mal. Donc si la Maison Blanche est capable de nous mentir sur un sujet aussi essentiel que la santé du président, que peut-elle faire sur d'autres sujets un petit peu moins sensibles? Et c'est ça l'autre Mmh. réalisation du débat qui met véritablement en danger la candidature démocrate, quelle qu'elle soit en novembre. OK. Et je veux quand même qu'on revienne parce que c'est ça, vous dites, ah, on n'a pas dit toute la vérité, on protège tout ça. Il y a des hauts fonctionnaires notamment qui ont intérêt à ce que finalement ça reste Monsieur Biden. Donc, vous, ce que vous dites, c'est pas de l'agisme, parce que certains vont vous écouter en disant, mais non, c'est quand même complètement de l'agisme. Monsieur Biden, oui, il a peut-être des fragilités, mais il est apte à gouverner. Vous avez entendu souvent, c'est ça. Mais je veux juste revenir aussi sur le titre de votre livre, puis ça m'a fait penser, en fait, à ce que vous avez dit sur ces fonctionnaires, sur toutes ces personnes un peu dans l'ombre qui ont intérêt à ce que Monsieur Biden reste en pouvoir. Votre livre s'appelle Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Et je veux juste qu'on clarifie qu'est-ce que vous entendez par l'État profond, parce que j'entends déjà des auditeurs qui vont dire, bon, ben, est-ce qu'on a basculé dans le complotisme? Pourquoi parle-t-il de l'État Non, profond? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? non, malheureusement, j'ai écrit mon livre et il est paru il y a quelques mois déjà. C'est absolument pas un complot, hein. D'ailleurs, c'est ce que je présente dans les premières pages de mon livre. J'explique que je n'ai pas fait l'enquête. Je me suis contenté de rassembler des éléments qui sont connus
à partir de commissions parlementaires et d'autres rapports, pour mettre, je dirais, en évidence le comportement de la famille Biden, du clan Biden, parce que c'est une famille relativement étendue, de l'administration américaine, notamment pendant les années où Joe Biden fut vice-président, pour couvrir une attitude qui, à défaut d'être criminelle, est certainement répréhensible. Et cette attitude, elle consiste à faire du trafic d'influence, c'est-à-dire à profiter de la position du père pour que le fils puisse nouer des contrats très très juteux avec des personnages pas forcément d'ailleurs extrêmement clairs, de pays qui sont au moins rivaux, sinon adversaires des États-Unis, comme la Russie ou la Chine. Et donc, on a l'exemple d'une famille qui s'est enrichie à partir de la position politique de l'un de ses membres. Bon, dans un contexte américain, cela est totalement condamnable. Et parce que Joe Biden est démocrate, parce que Joe Biden a été présenté en 2020 contre Donald Trump et qu'il s'agissait de faire chuter Donald Trump, un certain nombre de gens et même d'institutions et même, je dirais, de ministères et de secrétariats américains, à commencer par le FBI et la CIA, ont décidé de fermer les yeux sur un certain nombre de pièces à conviction qu'ils avaient à leur disposition, qui auraient pu mettre en difficulté Joe Biden et qui ont donc monté ce que moi j'appelle un cover-up. Hein, c'est très, très facile à comprendre quand on parle anglais. Hein. En français, on pourrait dire campagne de dissimulation, mais je sais que les Québécois, pour la plupart, comprennent parfaitement l'anglais. Donc, il y a eu une campagne de cover-up qui a été montée par l'administration avec les élus démocrates, la complicité des médias, la complicité des réseaux sociaux, qui sont principalement acquis à une idéologie progressiste. Tout cela pour protéger Joe Biden et le permettre d'être élu et de faire tomber Donald Trump. Donc, ce que je raconte, c'est tous les éléments que l'on connaît et qui ont été mis sous le tapis et qui, sans une administration, enfin un congrès avec une chambre des représentants contrôlée par les républicains, comme c'est le cas depuis 2022, n'auraient jamais vu le jour. Et c'est pas un complot. Tout cela est très connu, tout cela est noté, tout cela est documenté. Simplement, par intérêt politique, eh bien, on a préféré ne pas en parler. C'est ça, vous dites en fait complicité, on pourrait dire complaisance, ou vraiment Les vous deux. préférez, vous aimez mieux le mot les deux, donc littéralement les deux. Non, Et en fait, c'est même une forme de complicité, excusez-moi, une forme de complicité, oui. Ça va au-delà de la complaisance. Hmm. Et au fond, ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures. Par exemple, dans le cas de Donald Trump, il y a eu des enquêtes, c'est allé vraiment ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la justice. Mais du côté du clan Biden, il y a des affaires, notamment quand vous faites référence à Hunter Biden, sur ses possibilités de trafic d'influence. C'est-à-dire que pour vous, les médias n'ont pas fait leur travail, entre autres. Mais pas que. Absolument. C'est ce que vous reprochez aussi, en disant qu'il y avait matière à faire de Absolument. véritables enquêtes et on a décidé de ne pas y aller. Tout à fait. Mais c'est d'ailleurs ce que l'on constate aussi à l'occasion de l'état de santé du président. On lit à droite à gauche dans la presse, le New York Times, le Washington Post et une certaine presse, je dirais, comment dirais-je, favorable aux démocrates aux États-Unis. On a l'impression qu'ils sont choqués de découvrir l'état de santé réel du président. Excusez-moi de le dire, ce sont des confrères, mais il y a un petit peu d'hypocrisie dans cette attitude, parce que quand on est journaliste à la Maison Blanche, prétendre ne pas avoir été en mesure d'observer ce que tout le monde par ailleurs a pu observer, c'est être capable de quand même fermer les yeux. Donc il y a une forme de complaisance, voire de complicité encore aujourd'hui, à partir du moment où Joe Biden appartient au camp du bien, où il est le candidat qui permet de battre Trump, qui lui est la personnification de ce qu'on appelle le camp du mal, et bien on est prêt à accepter un certain nombre de choses, à avaler un certain nombre de couleuvres, et les médias, dans toute la période 2020 et même avant, pendant le mandat de Donald Trump, et depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden, ont aidé à maintenir une certaine illusion sur la réalité de certains faits quant au comportement de la famille Biden et la réalité, malheureusement, de la santé cognitive déclinante du président des États-Unis. Hmm. Et qu'est-ce qu'on doit surveiller à ce moment-là? Parce que au cours des prochaines semaines, vous, est-ce que vous croyez que
il sera toujours candidat, parce que lui, il dit non, non, je veux rester candidat, alors ça ne bougera pas. Là. Je comprends que vous n'avez pas de boule de cristal, mais comment vous entrevoyez les prochains mois et les prochaines semaines? Alors, très honnêtement, dès le printemps, j'ai écrit à droite à gauche que pour moi, la candidature de Joe Biden ne pouvait pas tenir. Pour moi, il ne peut pas tenir. Pour moi, il sera remplacé avant la convention du mois d'août à Chicago, la convention nationale démocrate. Simplement, comme pour l'instant, lui est décidé à rester, il va falloir qu'il y ait des pressions. Il y aura des pressions médiatiques, des articles dans la presse. Vous aurez des interviews de personnages influents. Vous aurez des interventions de donateurs importants parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et l'idée, ça va être de convaincre Joe Biden de se retirer de son propre gré au profit de Kamala Harris. Pour moi, ce sera au profit de Kamala Harris. Rester président, mais renoncer à être candidat, et donc garder ses délégués pour sa vice-présidente, qui montera d'une marche et aura à se choisir un vice-président. Et je pense qu'il se retirera avant la convention et que les démocrates présenteront quelqu'un d'autre sur leur ticket euh, avec Kamala Harris pour le mois de novembre. Si Joe Biden persiste, je pense que les démocrates vont vers une déroute électorale, une véritable déroute électorale, c'est-à-dire qu'il y aura des conséquences sur, je dirais, l'échec de Joe Biden à des niveaux inférieurs. Vous aurez des candidats au Congrès, au Sénat, à la Chambre des représentants, peut-être même des gouverneurs ou des gens candidats à des postes de responsabilité locale qui seront battus parce qu'inévitablement, son propre échec aura des conséquences un petit peu plus bas sur le bulletin de vote. Et ça, c'est peut-être le plus grave pour les démocrates. Donc, je crois qu'ils vont chercher à le remplacer. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'ils vont parvenir à lui faire entendre raison. L'un des arguments, vous savez, l'un des arguments, ça a été Oui. avancé par le sénateur Ron Johnson du Wisconsin, c'est de protéger son fils qui a des démêlés avec la justice. Mhm. Et en tant que président, Joe Biden peut le pardonner. Donc peut-être qu'il y aura des négociations dans ce sens. Pour moi, il ne peut pas tenir. Il peut pas tenir, mais en quelques secondes, parce que vous avez dit que pendant finalement des années, il y avait beaucoup de gens qui avaient intérêt à ce que ce soit Monsieur Biden malgré tout. Et là, ce que vous dites, c'est que malgré tout ça, il faut ces gens-là finalement n'ont plus intérêt à ce que ce soit Monsieur Biden. Ils vont pouvoir trouver quand même chaussures à leurs pieds avec quelqu'un d'autre au sein du Parti démocrate. Bien sûr, parce qu'il faut toujours se protéger. C'est-à-dire qu'en politique, c'est bien de soutenir le président, mais si vous êtes élu du Congrès, c'est bien aussi d'être réélu. Et si le président vous tire vers le haut et facilite votre réélection, vous allez le soutenir. À partir du moment où vous avez l'impression qu'il devient un boulet et qu'au contraire il vous plombe, là vous le lâchez. Et là, il n'y a pas de morale. Comment dirais-je, la politique, voilà, c'est assez direct. Et donc, Eh je ben pense voilà. que voilà, oui, c'est pourquoi la position de Biden est fragilisée, parce que aujourd'hui, techniquement, les démocrates n'ont plus besoin de lui. Il a joué son rôle et donc on va l'aider à sortir gentiment. Gérald Olivier, journaliste franco-américain, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre invitation.